Bonjour, donc moi je m'appelle Lionel Paquien, donc je suis membre de Robin des Toits et je suis aussi délégué du département de l'Isère et de la Drôme. Donc bien sûr je peux intervenir en Savoie et en Haute-Savoie comme on le fait aujourd'hui, comme je le fais aujourd'hui, mais je suis plutôt délégué dans ces deux départements. Après, en tant que formation, moi je suis ingénieur physicien. J'ai fait un DEA de physique du solide. Après, je me suis orienté vers un doctorat d'ingénieur en génie électrique. Et puis, je suis allé dans la vie industrielle, dans une entreprise qui fabriquait du matériel électrique. Donc, je connais très bien par ma formation de physicien le principe des ondes et aussi par ma carrière professionnelle le réseau électrique. Et donc, on essaye d'agir avec Robin des Toits pour limiter les ondes électromagnétiques artificielles. Et aujourd'hui, vous êtes ici à l'occasion de la projection d'un film, Le Dilemme numérique. Est-ce que c'est un film que vous avez déjà vu? Non, je ne l'ai pas vu, justement, je n'ai pas eu le temps de le voir et ça va me donner l'occasion de le voir. J'avais vu L'ombre d'un doute, qui était un autre film qui dénonçait l'aspect toxique, nocif pour la santé au niveau des ondes. Là, on ne m'a dit que du bien de ce film. Donc une découverte. C'est une découverte, oui, tout à fait. Aujourd'hui, au niveau de notre exposition aux ondes en France en particulier, où est-ce qu'on en est? Alors, en France, on n'est pas bien placé, mais on n'est pas moins bien placé que certains autres pays comme l'Allemagne, l'Angleterre, où en fait ce groupe de pays comme les États-Unis ont pour base en termes de niveau d'exposition les niveaux donnés par l'ECNIRP, qui est une organisation, une ONG, et qui est une organisation qui travaille sur la santé des ondes électromagnétiques non ionisantes. Pourquoi non ionisantes? Il faut bien savoir que dans l'échelle des ondes, quand on va de la basse fréquence en dessous même du 50 Hz, on est après au 50 Hz, qui est la fameuse fréquence qui est utilisée pour le courant électrique. Vous avez les ondes et jusqu'à la lumière visible, qui est une onde, la lumière du soleil est une onde électromagnétique. Au-delà, là, toutes ces panels d'ondes sont des ondes non ionisantes. Après, on va dans les ondes ionisantes qui sont liées à la radioactivité et qui sont énergétiquement bien plus puissantes et bien plus nocives que pour l'homme. Donc, ils sont partis sur, cet organisme, les CNIRP, est parti sur des données de valeur qui sont extrêmement hautes, et en plus en considérant que on va traiter les ondes électromagnétiques artificielles de la même manière que les ondes électromagnétiques ionisantes, c'est-à-dire qu'on va prendre en compte que l'effet thermique. Or, la nocivité des ondes artificielles ne réside pas dans les ondes électromagnétiques artificielles qui sont les ondes qu'on utilise pour la téléphonie mobile, ne réside pas dans la ionicité, le fait que ça soit ionisant, et dans l'effet thermique. L'effet nocif des ondes, il provient de ce qu'on appelle la polarisation. L'onde de la lumière naturelle n'est pas polarisée, c'est-à-dire que l'onde, elle se met dans toutes les directions de l'espace, alors qu'une onde électromagnétique artificielle n'est polarisée, ne se déplace que dans un plan d'espace. Donc, c'est cet effet nocif plus la pulsation. Et donc, ça va aller induire un effet sur les cellules, que ce soit humaine, mais sur les cellules. Voilà. Dans quel contexte aujourd'hui on est le plus exposé à des ondes? Quels sont les objets ou les... Alors, on est exposé là aussi par un nombre de plusieurs objets. Bien sûr, il y a les antennes et il y a un effet cumulatif des antennes parce que depuis les différentes générations, 2G, 3G, 4G, 5G, il y a très peu de 2G qui sont arrêtés. Donc, toutes ces générations d'antennes qui sont installées continuent à émettre et le champ électrique s'ajoute. Alors, il ne s'ajoute pas additionnellement aussi simplement, mais il s'ajoute vectoriellement. Donc, vous avez une puissance électromagnétique qui va augmenter, et même pour des fréquences différentes. Le champ électrique, ça se somme vectoriellement, même à une fréquence différente. Donc, vous avez cet effet cumulatif. Vous avez après chez vous, si vous mettez le Wi-Fi,
Vous avez aussi le fameux téléphone, le DECT, où vous avez 2 téléphones dans la maison qui communiquent par onde. Et puis, voilà. Donc, et puis, vous avez bien sûr le Linky. Donc, et puis, après, tous les objets domestiques qui vont émettre un peu d'ondes. Et donc, tout ça va s'ajouter. Et donc, on est dans une saturation de plus en plus importante au niveau des ondes. Et c'est ça qui va en donner une nocivité importante. Au niveau du Linky, par exemple, c'est difficile à mesurer, à part l'objet Linky en lui-même qui émet des ondes directement, mais dans les circuits électriques, c'est difficile à mesurer. Alors, il y a 2 choses dans le Linky. Vous avez ce qu'on appelle le CPL, le courant porteur de ligne, qui est émis par EDF principalement, mais par donc le producteur ou le vendeur d'électricité, et qui accompagne le courant électrique à 50 Hz. Et ça, quel que soit, que vous ayez un Linky ou pas le Linky, vous l'avez dans votre maison. Après, le Linky, lui, ce qu'il fait, c'est qu'il émet à une autre fréquence un signal pour voir la quantité d'électricité que vous avez consommée dans la journée. Donc vous avez deux courants, deux ondes qui s'ajoutent. Oui, c'est ça. Et donc quand vous n'avez pas de Linky, vous n'avez pas ce signal-là. Après, il y a eu différentes générations de Linky. Il y a eu la première génération où l'émission était 24 heures sur 24. Il semble que dans les dernières générations, ça soit limité sur 40 minutes et que ce temps de 40 minutes se situe vers 2 heures du matin, quelque chose comme ça, 1 heure, 2 heures du matin. Mais on a assez peu d'informations sur comment fonctionne le Linky. Les fabricants de ces appareils, de même que les Enedis qui les installent, et c'est vrai aussi pour les antennes, sont très discrets sur la façon dont ça fonctionne. On connaît le fonctionnement global, mais on ne connaît pas dans le détail. Donc voilà, tous ces courants, tous ces objets électroniques vont générer, qui émettent des ondes, vont donc générer des ondes, et donc ça va vous créer un nouveau, un niveau en électrosmog. Et puis maintenant, il va falloir rajouter les satellites. Starlink est donc le premier qui a lancé sa première, mais il y a Amazon qui va lancer, il y a l'Europe qui va lancer, il y a la Russie qui va lancer ses propres satellites. Donc là aussi, tout ça va venir s'ajouter. Et là aussi, on ne connaît pas trop comment fonctionne Starlink. On imagine que c'est certainement un faisceau qui est dirigé sur la personne qui a une antenne, la maison qui a une antenne, parce que je ne pense pas que ce soit un faisceau fixe, mais ça n'empêche que ça va participer à l'électrosmog. Au niveau des satellites, justement, qui émettent en direction de la Terre, est-ce qu'on a déjà des informations, des chiffres ou des... Non, on n'a pas. Il faudrait faire des mesures. Là, vraiment, il faudrait faire des mesures. Après, il faudrait vraiment lancer une campagne de mesures. Parce que là aussi, quand on nous dit, mais j'habite à tel endroit d'une antenne, est-ce que c'est dangereux? Alors, on peut avoir une information. Si vous allez, par exemple, sur le site de l'ARCEP mobile, vous pouvez connaître l'emplacement des différentes antennes et voir à quelle distance votre habitation se situe. En plus, vous pouvez aussi savoir, parce que dans nos pylônes, sur les pylônes, il y a des antennes, mais bien souvent ils en mettent 3 sur l'étage concerné, qui fait donc les 360 degrés, et donc suivant que la situation par rapport à laquelle de ces antennes, vous êtes plus ou moins exposé. Donc, véritablement, si on veut savoir sur quel est le niveau de nocivité des antennes ou de tous les appareils électroniques qui sont chez nous, la meilleure méthode, c'est la mesure. Il est vrai que jusqu'à 600 mètres, on conseille, si on avait un conseil à donner, mais qu'il faut laisser avec toute la prudence, ça serait au minimum 600 mètres. Après, le mieux, c'est 1 km et que ça ne soit pas visible. Si ce n'est pas visible, c'est là où vous serez le moins affecté. Vous dites 600 mètres ou 1 km pour les antennes 4G comme pour les antennes 5G? En fait,
on a discuté avec on est en contact avec un biologiste français qui s'appelle Gérard Ledoy, qui est à la retraite, mais qui a travaillé à l'université de Clermont-Ferrand. Et ce scientifique, ça a été le premier scientifique français à démontrer la nocivité des ondes sur les cellules, pas sur l'homme, mais sur les cellules. Quand je lui posais la question, mais est-ce qu'il y a des fréquences qui sont moins nocives que d'autres? Sa réponse a été la suivante. On n'a pas démontré à ce jour qu'il y avait des fréquences qui étaient moins impactantes que d'autres. Ça veut dire que le 50 Hz, le Linky qui est à 700 kHz, ou la 5G, la 4G, la 2G, 3G, 4G, 5G, où les fréquences augmentent à mesure des générations, elles sont a priori tout autant toxiques, tout autant nocives. Pourquoi? Alors, un commentaire sur pourquoi on augmente les fréquences. On augmente les fréquences parce que au plus vous augmentez les fréquences, donc vous avez la possibilité de plus transmettre d'informations. Donc c'est par ce biais-là qu'on a vu arriver la 4G qui permettait de transférer des photos, de transférer des fichiers. On voit apparaître la 5G qui est là pour normalement les IoT, ce qu'on appelle les Internet of Things, donc les appareils connectés, et aussi la voiture autonome. On va voir la 6G pour l'intelligence artificielle. Il faut savoir que l'Union européenne commence à travailler dès à présent sur la 6G et qu'ils ont prévu une pré-commercialisation 2027-2028. C'est demain. On est en 2025. Oui, ça va très très vite. Ça va très vite. Je crois qu'ils ont prévu un déploiement de la 6G plus complet en 2030. C'est un peu comme la 5G. Après, ça va demander comment ils vont le déployer. Pourquoi? Parce que quand on voit le déploiement de la 4G et la 5G, la différence, comme on a dit, c'était par rapport à la fréquence. Mais il faut savoir que pour une même puissance donnée, si on monte la fréquence, la distance est plus courte. Pour une même énergie, la distance est plus courte. C'est-à-dire que notre onde s'atténue plus rapidement. D'où le fait qu'il y a un nombre de plus en plus important de pylônes qui s'installent, en particulier le long de des autoroutes, pour permettre une bonne connexion, mais c'est aussi pour permettre plus ou moins la voiture autonome, mais qui est pas faite pour demain, hein, qui est faite dans un devenir assez lointain. Et donc, on a installé des antennes de 5G de plus en plus à plus grande proximité. En parenthèse, sur la voiture autonome, j'étais en contact avec un industriel qui était allé à Wuhan, parce qu'il a sa filiale qui est à Wuhan. Et à Wuhan, c'est la première ville chinoise, il est allé l'année passée, c'est la première ville chinoise où il y a la voiture autonome qui est présente, qui marche. Mais elle marche quand? Elle marche quand il n'y a pas beaucoup de circulation. Parce que c'est difficile de la faire marcher. Donc, ils vont la faire marcher le soir avec une vitesse très limitée de l'ordre de 30 km/h. Donc, la voiture autonome est déjà présente. Mais les Chinois sont plus en avance que nous sur le déploiement, pas sur le reste, sur le déploiement. Et on sait que Wuhan, ça a un nom qui nous est tous familier maintenant. Tout à fait. Et justement, par rapport à l'installation des antennes 5G en France en particulier, parce que ils ont commencé l'installation il y a déjà quelques années, et cette installation a pris quand même, s'est étalée sur plusieurs années. Aujourd'hui, du point de vue des opérateurs, est-ce qu'elle est aboutie, cette installation, au niveau du parc français? Non, pas encore, parce qu'en même temps, si vous voulez, il y a deux choses qui se chevauchent dans l'installation des antennes au niveau de la France. Mais c'est vrai aussi dans les autres pays. C'est d'une part ne pas avoir de zone blanche, parce que c'est le New Deal sur lequel l'ancien gouvernement, et qui continue encore actuellement, s'était appuyé. C'est-à-dire que ce New Deal, ça a été quoi? Le New Deal, ça a été cette espèce d'accord, qui n'est pas formalisé d'ailleurs, cette espèce d'accord qui dit que chaque Français doit pouvoir bénéficier de la téléphonie mobile. Et donc, cet accord, ça a été bâti ça a commencé dans les années 2017, où il a été demandé aux communes
via les départements ou via les communautés de communes, etc., ça a été demandé aux communes d'identifier les lieux qui étaient en zone blanche et que les riverains souhaitaient être couverts par une antenne, par la téléphonie mobile. Donc, il y a ce New Deal qui est là, donc qui a été signé, qui a été déployé, et on est en phase terminale. Normalement, ça devait être terminé l'année passée, en 2024. Et puis, ça a été prorogé 2025, sans donner une date plus précise que celle-ci. Donc, globalement, ça va être en décembre. Et puis, les opérateurs, parce qu'il y a une obligation pour les opérateurs d'installer des antennes, et que s'ils n'installent pas, ils sont passibles d'une amende, entre guillemets, d'une taxe. S'ils ne peuvent pas, ils vont dire que c'est très difficile, que ça demande des travaux supplémentaires, et puis le gouvernement leur accordera un délai supplémentaire. Donc ça, c'est dans les zones blanches, donc c'est plutôt dans les milieux ruraux, là où il n'y a pas... Et puis, il y a la 5G qui est essentiellement implantée dans les milieux urbains ou semi-urbains, ou semi-rural. Dans les milieux ruraux, on aura la 4G ou ce qu'ils vont appeler la 4G+. À savoir, c'est là aussi une donnée qu'on ne connaît pas, c'est est-ce que dans cette 4G+, il y aura le système MIMO, c'est-à-dire est-ce qu'il y aura ce système de géolocalisation? Parce que c'est ça le tournant qu'on est en train de vivre entre les générations antérieures à la 5G, 2G, 3G, 4G, et les générations supérieures 5G, 6G, on est dans un virage de société. Parce que la géolocalisation, c'est une donnée importante sur où on est, qu'est-ce qu'on fait. Vous couplez ça avec ce que vous achetez, ce que vous êtes en train de faire, mais vous connaissez tout de la personne. Donc il y a véritablement une question sociétale qui est plus importante dans la 5G que dans les autres générations. Ça va vraiment avec l'idéologie de la Smart City? Tout à fait. Ça va avec l'idéologie de la Smart City, ça va avec l'idéologie de l'intelligence artificielle, la 6G, où c'est un monde qui va être, qui n'est pas obligatoirement celui qu'on souhaiterait que l'on ait. Et sincèrement, les opérateurs, eux, ils vont se concentrer là où ils vont pouvoir récolter le maximum de chiffre d'affaires, de revenus. Donc ce qui les intéresse, eux, c'est les milieux urbains, les milieux semi-urbains, pas les milieux ruraux. Moi, je vais vous raconter une petite anecdote. Je suis conseiller municipal dans une petite commune du nord de la Drôme. Et l'ancienne équipe municipale avait déposé un lieu sur une zone blanche. Et donc, dans cette zone blanche, il y avait la question, parce que c'était très compliqué d'installer l'antenne. Et le maire, qui est quelqu'un qui est très très bien, a pris l'avis des riverains. Donc, certains ont dit non, certains ont dit oui. Bon, et à une réunion où la mairie était là, il y avait aussi excusez-moi, pas le département, mais il y avait la préfecture, la responsable du numérique de la préfecture, et puis il y avait l'opérateur, et puis la responsable du numérique de la préfecture, sentant que les choses n'étaient pas si bien avancées, abouties que de la part de la commune, elle nous a dit, mais écoutez, si vous ne la voulez pas, l'antenne, on ne vous la met pas. Moi, j'ai 25 demandes, je ne peux en subventionner que 20. Donc, si vous voyez bien que l'État, il va plutôt se concentrer là, avec les opérateurs, en fait, là où il y a du business, on va le dire comme ça. Et donc, ça sera le milieu urbain. Et là, on retrouve des antennes 5G, on retrouve des antennes 5G sur les grandes antennes, mais on parle aussi de mini-antennes 5G qui seraient oui, alors installées, c'est ce qu'on appelle des microcelles qui seraient installés soit sur des lampadaires, soit sur des abribus pour permettre justement le relais. Parce que justement, c'est pour résoudre ce problème de couverture et de bonne puissance. Parce que la 5G, si vous avez la 5G et que vous ne pouvez pas télécharger un film, que vous ne pouvez pas regarder la finale de la Coupe du Monde sur votre mobile, eh ben, le but de la 5G n'est pas atteint. Vous voyez? Donc, parce que l'idée qui est derrière, qui est défendue par les opérateurs, c'est quoi?
c'est que les gens utilisent de plus en plus leur mobile. Que ce soit, comme le dit Jacques Testard, c'est le premier objet connecté ou implanté de l'homme. Hein, c'est ce premier objet. Donc, si vous voulez, l'objectif des opérateurs, c'est qu'on utilise tout le temps les mobiles. Or, en fait, quand on est dans la vie professionnelle, le mobile, on l'utilise pour téléphoner, mais on a un ordinateur et on est en connexion. Et quand on rentre chez nous, si on veut aller voir un film correctement sur Internet, on va choisir notre ordinateur, on ne va pas choisir notre portable. Donc c'est pour ça que Robin des Toits va sortir un livre prochainement, en mars 2025, édité aux éditions Yves Michel, qui est Se libérer de tout connecté. Et là, parce que on s'est dit à Robin des Toits, c'est bien d'être contre, mais c'est un peu mieux de se dire pourquoi on est pour. Et on est pour un système qui utilise des ondes électromagnétiques non pulsées. Elles seront polarisées, mais non pulsées, au moins. Et puis qu'on utilise les ondes électromagnétiques avec un niveau électrique suffisamment faible pour que les EHS, la plupart des EHS, puissent vivre sereinement dans le milieu urbain. Parce que, c'est une parenthèse, pour les EHS, notre vie est un enfer. C'est quoi les EHS? C'est des électro-hypersensibles. Ça ne veut pas dire que les gens qui ne sont pas EHS ne sont pas sensibles. On est tous électrosensibles aux ondes. Il faut bien se le dire. Ce n'est pas parce qu'on n'a pas des maux de tête, qu'on ne les sent pas, qu'on n'a pas des céphalées, qu'on n'a pas des difficultés à vivre, qu'on n'est pas électro-hypersensible. D'ailleurs, il y a un certain nombre de personnes qui sont électro-hypersensibles, mais qui ne le savent pas. Hein? Oui, parce qu'il y a très peu de médecins qui sont formés à ça. Et on décourage les gens on décourage aussi les médecins d'aller dans cette voie-là. Donc, et je vais terminer sur le livre donc, qui va prochain, où nous, on considère, alors je vais donner des valeurs, on s'est donné comme valeur, il faudrait que, en termes de champ électrique, ça soit du 0,02 volts par mètre. Alors que l'ITNIRP, on est plutôt sur des 61 volts par mètre. Vous voyez un peu la différence? C'est une énorme différence. Énorme différence. Ça veut, alors, ceci dit, ce n'est pas les valeurs qui sont prises au niveau des installations. Parce que normalement, je dis bien, normalement, ils ne doivent pas dépasser 6 volts par mètre. Autrement, c'est un point, ce qu'on appelle atypique. Et donc, dans le cas d'un point atypique, eh ben, on peut faire une demande à l'ANFR pour que les opérateurs corrigent la puissance de leur antenne et on revienne à un niveau de 6 volts par mètre, avec la grosse différence aussi, c'est que quand on parle, nous, de 0,02 volts par mètre, on parle de valeur crête, parce que vous avez une espèce de sinusoïde, et nous, on est en haut de la sinusoïde, alors que toutes les autres valeurs officielles sont à la moyenne de la sinusoïde, et sur un temps qui est de 6 minutes. Donc des fois, vous n'avez pas de faisceau, d'ondes électromagnétiques. Donc ça affaisse bien sûr la puissance. Ceci dit, la cellule, elle a reçu le pic, parce qu'elle a réagi au pic. Et donc voilà, donc Robin des Toits, on va dire qu'est-ce qu'on veut, et on veut revenir à ces valeurs qui sont faibles, qui permettent à tout le monde de vivre, et ce n'est pas pour autant qu'on sera des amiches, parce que de l'autre côté, l'information, ce qu'on dit, elles doivent se faire par le filaire, parce qu'on n'a jamais plus de performance et de capacité que le filaire, que ce soit le cuivre ou la fibre optique. On dit que la fibre optique permet le passage de la 5G? Oui, la fibre optique, la différence. Le filaire cuivre, c'est quoi? C'est vous avez un courant électrique qui passe dedans. Ça veut dire que c'est la DSL. Ça veut dire que vous avez une onde, cette onde est transformée en courant électrique et va à votre box. Vous voyez, c'est ça. Mais donc, il y a un transfert, il y a une transformation d'onde électromagnétique en courant électrique. Dans le cas de la fibre optique, l'onde électromagnétique va dans la fibre optique. La fibre optique est un guide d'ondes électromagnétiques, ce que n'est pas le cuivre qui est un conducteur de courant électrique. Donc, par contre,
Là où, parce que c'est une grosse question, souvent on a les questions, et on m'en parlait encore, on me posait encore cette question, mais quel lien il y a entre la fibre optique et la 5G? A priori, pas. La 5G, si on la déploie comme le cuivre, bon, on va remplacer le cuivre, on va avoir des performances plus importantes, et point barre, il n'y a pas de répercussions. Excepté si, comme on pense que les opérateurs et l'État, hein, l'État va faire, ils vont mettre entre la fibre optique et ils vont mettre des antennes, c'est-à-dire qu'il va y avoir des espèces de centres où des antennes spéciales qui vont collecter les données et les transférer après à la fibre optique. Donc il y a un peu, comme on pourrait presque dire, une perversion. Donc sur la fibre optique, il y a ce côté-là sombre qui existe, qu'on ne sait pas trop ce qu'il en est, mais qui existe, alors que dans le cuivre, il n'y avait pas ça. C'était obligatoirement du filaire tout le temps. Et il y a moyen de se protéger, par exemple, si on a la fibre optique avec du coup la box qui est Alors la fibre optique, elle est moins nuisible que le filaire. Le filaire, le courant électrique émet un rayonnement électromagnétique. La fibre optique, elle est suffisamment étanche, il n'y a pas d'émission électromagnétique. Par elle-même, la fibre optique est moins nocive que le fil de cuivre. Mais par contre, la box... Par contre, voilà, alors la box, il faut arrêter le Wi-Fi. Ils se mettent en filaire, et puis vous n'avez plus de problème. Parce que ce qui est mauvais dans la box, c'est le filaire. Je veux dire, c'est le Wi-Fi. Hein. Autrement, il n'y a pas de nocivité. Pour revenir sur la question des gens hyper électrosensibles ou électro-hypersensibles, Voilà. Donc on voit qu'il en apparaît de plus en plus. Oui, l'ordre de grandeur, c'est 5% en France. Connu, détecté. C'est une évaluation qui a été faite par l'ANSES. Donc c'est quelqu'un de sérieux. Bon, c'est une évaluation. Mais ça n'empêche. Si vous voulez, ça correspond tout à fait à des chiffres qui nous paraissent réalistes et même en deçà de la réalité. Et donc si vous faites ça sur l'Europe, c'est des millions de gens qui sont concernés. Et même en France, hein, 5% de 60 millions, ça fait 3 millions de personnes, c'est énorme. Donc si vous faites ça sur l'Europe, je crois qu'on avait évalué sur l'Europe, on pourrait évaluer ça à une vingtaine de millions de personnes. Ce qui est considérable. Et qui normalement ferait qu'on doit prendre en compte ce besoin-là. Et il n'est pas du tout pris en compte. Parce qu'il faut savoir que des gens qui sont des EHS vraiment profonds, leur moyen de vivre, c'est d'aller de se réfugier dans des forêts, parce que c'est là où il y a le moins d'ondes possibles, et puis de vivre dans des caravanes. Des fois avec pas d'électricité, pas de chauffage. C'est vraiment un enfer pour ces gens-là. Et la question n'est pas de se dire, on va vous soigner, parce que vous êtes malade. La question est plutôt de se dire, on va limiter le rayonnement électromagnétique pour rendre la vie viable à tous ces gens-là. Parce qu'on est susceptible de plus en plus d'être comme ça. Moi, j'ai un âge avancé. J'ai connu la téléphonie mobile en 2000. Donc, à un certain âge. Et donc, je l'ai moins utilisé. Il y avait moins. Mais pour des gens beaucoup plus jeunes, ils l'ont dès leur naissance. Avec le babyphone, qui est terrible pour les enfants. Parce qu'il faut savoir que pour un enfant, c'est plus nocif. Pourquoi? Parce qu'il est plus petit déjà. Donc, si vous voulez, l'onde va pénétrer plus profondément et peut toucher plus profondément les zones vitales, d'une part. D'autre part, il a une conductivité électrique plus importante. Donc, ça veut dire que l'onde passe plus facilement chez lui que chez un adulte. Donc, c'est encore plus catastrophique. Et on remarque parmi les gens qui sont électro-hypersensibles que certains sont plus malades auprès de certaines ondes que d'autres. Alors c'est possible, nous on n'a pas eu comme je vous disais, hein, dans la discussion qu'on a eue avec Gérard Ledoir, lui il disait pas qu'il y avait des ondes, mais là aussi on ne sait pas. Alors je vais vous dire aussi un point important, parce que pourquoi on s'est basé sur 0,02 volts par mètre. Il y a quand même deux ONG
importante qu'il faut prendre en compte, qui est d'une part Bioinitiative, qui est un groupement de scientifiques mondial et qui disent, eux, la fourchette qu'ils donnent, c'est de 0,05 volts à 0,03 volts par mètre. C'est une fourchette, c'est cette fourchette. Mais ils disent, à ces valeurs-là, on ne sait pas. On n'a pas d'études. Parce qu'ils ont bâti ces valeurs-là sur des études qu'ils avaient, des études qui étaient scientifiques, qui étaient parues. Et après, ils ont pris un facteur de 10 pour tenir compte du temps d'exposition et pour tenir compte de la nocivité qui n'est pas la même suivant les personnes. Il y a des personnes qui vont être plus facilement affectées que d'autres. Ils ont pris ce facteur de 10. Mais ils disent bien que peut-être que ces valeurs sont encore trop hautes. Baobiologie, qui est aussi une organisation allemande, eux, ils partent de significativement faible. Ils disent que ça va de 0,006 volts par mètre à 0,006 volts mètre. Donc, si vous voulez, nous, on est au milieu, mais on ne sait pas, parce que les études ne sont pas suffisamment importantes, n'ont pas été menées. Et puis, il faut tenir compte que on est, nous, humains, à vivre, mais on n'est pas les seuls à vivre sur la Terre. Il y a toute la biodiversité, les oiseaux, les abeilles, les animaux. Et donc, pour toute cette biodiversité, c'est peut-être encore trop haut. Donc, c'est ça qui est important. Et de dire, il faut se libérer, d'où le titre, se libérer du tout connecté, parce qu'il faut se sortir de cette situation-là. Et il faut du tout connecté, puis de tout immédiatement. Ah, on ne sait pas, en quelle année est né ce savant ou ce président ou cet homme politique. Ah, tout de suite, on va sur notre portable. C'est un mauvais réflexe. On n'a pas besoin de savoir ça tout de suite. On peut rentrer chez soi, et puis on met ça dans le creux de sa tête, et puis aller chercher sur Internet, filaire, l'information. Oui. Parce qu'on fait peur aussi aux gens. Moi, c'est aussi du vécu que j'ai. Quand, dans le cadre comme je suis conseiller municipal et qu'on a fait ces réunions avec les riverains pour leur dire est-ce que vous voulez une antenne ou pas, ils ont dit oui à la force. Hein. Donc, moi, en étant même en Europe 1 des Toits, on est démocratique. Si les gens, malgré les risques qu'on a pu leur dire, et sans se faire aussi renvoyer sur les roses aussi, il ne faut pas rentrer dans des conflits parce que c'est pire que tout, les gens ont dit je veux. Et les gens nous disaient mais attendez, si on va en forêt et qu'on se fait mal, et que la forêt brûle, qu'est-ce qu'on fait? On ne peut pas appeler les pompiers? Ben oui, c'est vrai, on ne peut pas appeler les pompiers. Si on se fait mal, on ne peut pas appeler les secours. C'est du vécu. Donc vous voyez, on est tellement conditionné. Alors que, il y a des fois, même quand vous vous êtes fait mal, vous avez beau appeler, de toute façon, on ne peut pas vous transporter. Il faudra bien attendre que le secours vienne et que vous allez faire le nécessaire pour y aller. Et puis la forêt qui brûle, ça ne brûle pas tout le temps quand même comme ça, quoi. Voilà. Mais on est dans l'irrationnel, là. On n'est plus de... Et alors là, la santé, ça place en second plan, parce que la santé, on l'a mis en premier. Hein. C'est au cas où on risque de mourir. Alors du coup, est-ce que vous pensez que c'est possible aujourd'hui de vivre sans téléphone portable ou en diminuant notre exposition aux ondes? À 0,02 volts par mètre, c'est tout à fait possible. Mais on téléphone, et puis on utilise le téléphone portable, comme vous l'avez dit, téléphone portable, juste pour son unité de téléphone. Parce qu'il faut savoir maintenant que l'outil qu'on a en face dans les mains, c'est plus un téléphone portable, c'est un appareil photo, c'est un moyen qui vous permet d'envoyer des fichiers, c'est d'aller sur Internet, c'est tout et accessoirement un téléphone. Donc, faut revenir à la vraie définition du téléphone portable, téléphoner, envoyer un SMS, et puis on revit et on utilise le filaire pour tout ce qui est tout ce qu'on a besoin. D'ailleurs, les industriels, ils ont besoin de filaires, ils n'ont pas besoin de Wi-Fi quand ils veulent transférer des grosses données. Et maintenant, récemment, il y a de plus en plus de discussions autour du développement de l'intelligence artificielle. Est-ce que vous pensez que ça prépare les mentalités à l'arrivée de la 6G?
Alors, a priori, il le connecte pas. Pas pour le moment. Pas pour le moment, mais c'est sûr que ça devrait venir, oui. Oui, oui, oui. Après, alors l'intelligence artificielle, l'un des autres problèmes qui se pose sur l'intelligence artificielle et qui est beaucoup moins au niveau de la téléphonie mobile, c'est la consommation de l'énergie électrique. C'est énorme. À l'heure actuelle, je lisais certaines données, l'intelligence artificielle au niveau mondial, c'est une tranche de centrale nucléaire. Au niveau mondial. Hein. Mais on n'est qu'au début. Mais ça va être une explosion. Nous, on a fait une estimation à Robin des Tours. On l'a mise dans le livre qui va paraître. Ça demande qu'à être infirmé ou confirmé. On ne dit pas qu'on détient la vérité. Mais globalement, au niveau de la France, à partir des données officielles, la consommation électrique de la téléphonie mobile, juste du téléphone, sans tenir compte, en termes de communication, sans tenir compte de la charge du téléphone. Hein. On a évalué ça à un quart d'une tranche de centrale nucléaire de 1300 MW. Donc, on est dans encore l'acceptable. On n'est pas dans, on ne peut pas vraiment dire. Après, est-ce qu'on va aller de plus en plus, et puis, comme vous le dites, en fait, la téléphonie mobile, avec ce qui est le futur, la 5G, la 6G, la 7G, c'est beaucoup plus. C'est l'intelligence artificielle, c'est toutes ces données-là. Et là, on va consommer beaucoup plus. On consomme déjà énormément avec les data centers Tout à fait. qui consomment autant que des villes entières. Tout à fait. Les data centers, parce qu'il y a énormément de cuivre, hein, et donc c'est des usines à chauffer, quoi. Hein, et donc oui, bien sûr, ça consomme. Il faut savoir que là où je travaillais dans l'entreprise, qui était fournisseur de matériel pour les data centers, il y a des data centers qui font 80 fois le parc des Princes. C'est énorme. Est-ce que vous avez des conseils à donner, justement, soit pour se protéger des ondes ou pour oui. participer à... Oui, les conseils à donner, qu'on peut donner, c'est d'une part, ne pas mettre son téléphone à l'oreille, utiliser le haut-parleur, éviter les oreillettes parce que le fil peut jouer le rôle d'antenne. Donc, c'est le tenir à distance tout le temps. Ne pas le mettre dans ses poches. Parce que quand on marche, il faut savoir que le téléphone peut travailler parce que vous pouvez passer d'une antenne à une autre. Et donc, entre ce moment où il va changer d'antenne, là, il va émettre. Et il émet aussi régulièrement quand vous marchez pour savoir s'il est toujours connecté avec l'antenne. Donc, il ne faut pas le mettre autour de soi. Alors, après, ce n'est pas toujours facile, hein, il faut vivre avec. Ou le mettre en mode avion, en sélectionnant bien son portable, parce qu'il y a un certain nombre de portables, même en mode avion, qui émettent. Donc, la nuit, ne pas le mettre à côté d'où on dort. Hein, ou si on le met au moins à 3 mètres, de le mettre dans une autre pièce. Hein, ou aussi le mettre obligatoirement en mode avion en ayant vérifié qu'il n'émet pas, ou très très peu. Donc voilà les conseils de télé. Et puis, ne l'utiliser que pour téléphoner, envoyer des SMS. À la limite, prendre des photos et puis après on le charge par du filaire sur notre ordinateur. Mais c'est tout. Se limiter à ça. Parce qu'il faut que vraiment on a à rebours, hein, sur tout ce qui nous est inculqué, qui nous est vendu par les opérateurs et puis malheureusement aussi par le gouvernement. Et au niveau des antennes, est-ce qu'il y a des moyens de s'opposer au déploiement intensif des antennes? Très difficilement. Très difficilement parce qu'en fait, on a retiré avec la loi Elan le pouvoir que le maire avait de donner son avis et son accord. Là, actuellement, pour faire une antenne, il faut juste déposer une déclaration préalable de travaux. Ce n'est pas un permis de construire. Dans la mesure où le pylône de l'antenne est inférieur à 20 mètres carrés. Donc, une DP, ce qu'on appelle une DP, c'est beaucoup plus rapide, en espace de 2 mois. Si le maire ne refuse pas, eh ben, elle est acceptée. Après, il ne peut refuser une DP que par rapport au PLU. Donc, s'il y a un PLU et s'il y a un aspect esthétique, il peut, mais s'il n'y a pas de PLU, eh ben, il se fera attaquer par l'opérateur et il perdra. Donc, la seule façon de limiter,
d'aller à l'encontre, c'est qu'il y ait un collectif citoyen qui se fasse, des pétitions, que l'équipe municipale soit partie prenante avec ce collectif et refuse en dialoguant, en continuant le dialogue avec l'opérateur. Parce que si la commune coupe le dialogue avec l'opérateur passera outre par l'intermédiaire d'une action juridique auprès du tribunal administratif. Donc c'est ça qui est important à voir. Et là, on peut non pas dire on ne veut pas d'antenne, mais pourquoi vous en installez? Il n'y a pas besoin, nous, on n'en veut pas. Et puis si l'opérateur voit que tout le village est contre, tout le lieu est contre, que ça va avoir une répercussion sur son image, il rebrousse chemin et il va la mettre ailleurs. Ça ne vous règle pas le problème, hein, parce que ça est reporté sur d'autres. Mais après, il faut que chacun se mobilise. Et c'est là où vous me donnez l'occasion. Nous, Robin des Toits ou même les autres associations, là, Robin des Toits, on est l'une des plus grosses associations d'Europe. Peut-être même la plus grosse européenne. On est 1000. On est, excusez-moi le terme, mais on est 2 pelés, 3 tondus. Il faut que les gens nous rejoignent. Parce que tout seul, qu'avec 1000, et je peux vous assurer que les gens qui sont au conseil d'administration font vraiment tout ce qu'ils peuvent et ils passent beaucoup de temps. Mais on est trop peu nombreux. Il faut que les gens aillent dans les associations qui luttent contre les antennes et contre les ondes électromagnétiques artificielles. Et je vais prêcher ma paroisse, mais qu'elles rejoignent Robin des Toits. Mais il n'y a pas que Robin des Toits. A priori, il y a d'autres, comme AZB, l'association de Michel Rivasi, hein, donc, qui œuvre aussi. Mais rejoignez, il faut qu'on soit nombreux. Autrement, on va avoir beaucoup de mal. Mais je pense que le message vraiment qui est derrière, c'est que si on n'est pas nombreux, on n'est pas égal, la bataille n'est pas équilibrée. Globalement, il nous laisse vivre. Hein, le gouvernement, on n'est pas trop embêté. Hein, pourquoi? Parce qu'il sait qu'on n'est pas nombreux. On serait 10 000, 100 000, là, ça serait autre chose. Ça serait autre chose. Vous êtes 1000 adhérents? 1000 adhérents. Et c'est une organisation qui ne reçoit pas de subventions. Et il faut surtout qu'on ne reçoive pas de subventions. Parce que c'est la meilleure façon de se faire acheter. Hein, il faut rester libre, mais ce n'est pas évident. C'est pas évident. Merci beaucoup. Merci à vous.